Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cet apéro rosé, le premier de l'année. Alors aujourd'hui, au programme, donc, nous aurons trois parties. Alors, nous aurons en premier le pitch d'étudiants entrepreneurs. Donc, il y aura 8 étudiants entrepreneurs qui vont vous présenter leur projet. Ensuite, nous aurons une deuxième partie avec le témoignage de Céline et Florian Grenier de Grow Games, qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Et nous terminerons donc par un petit moment de réseautage. Alors habituellement, il y a un petit apéro, un petit moment de convivialité, mais qui n'est pas autorisé aujourd'hui malheureusement, et qui sera remplacé par un petit jeu. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, comme la thématique du jour, c'est le jeu, donc on va commencer du coup par un petit jeu, pour voir si vous êtes en forme. Je vais vous donner un critère, et à chaque fois que vous correspondez à ce critère, je vais vous demander de vous lever. Alors, tout d'abord, donc, tous ceux qui ont hâte d'être en vacances. Ah, pas tout le monde. Merci. Tous les étudiants entrepreneurs. Alors, on peut les applaudir. Tous ceux qui ont fêté la Saint-Valentin hier. On peut les applaudir aussi. Alors, je vais demander maintenant aux intervenants, experts, référents et tuteurs dans le programme de Pépitosé de se lever, s'il y en a. On peut applaudir. Je vais demander à tous ceux qui ont au moins 2 jeux de société à la maison de se lever. Merci. Je vais demander aux enseignants de se lever. On peut les applaudir. Et pour terminer, je vais demander à l'équipe de Pépitosé de faire des grands gestes. On peut nous applaudir aussi. Merci. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter les 2 actualités du moment de Pépitosé. Alors, tout d'abord, nous avons accueilli en début janvier une nouvelle promo d'étudiants entrepreneurs, super motivés. Donc, ils sont 42. Donc, il y en a 2 qui sont dans l'accélérateur Starter, qui est pour les programmes, les projets plus avancés. 1 tiers de femmes à peu près et 2 tiers d'hommes. Et en termes d'origine, au niveau de l'académie, il y en a 30 de Grenoble, 7 de Savoie-Haute-Savoie et 5 du campus de Valence. Deuxième actu importante, donc c'est Projexpo. Donc Projexpo, c'est un événement qui a lieu le 17 mars à Ève, donc au centre, dans le domaine universitaire. Donc l'idée, c'est pour des étudiants entrepreneurs de présenter leur projet. Donc ils ont prototypé leur projet et ils vont faire vivre donc aux participants l'expérience client. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre comme un client de leur projet. C'est un petit peu des retours des participants. Donc ça a lieu le 17 mars, c'est une fois par an. Et c'est 16 projets d'étudiants super motivés. Donc, je vous invite vraiment à venir faire un petit tour. C'est ouvert toute l'après-midi et vous pouvez passer sans inscription. Alors, on va passer ensuite donc, au pitch des étudiants entrepreneurs. Et je vais commencer par appeler donc Thomas Nouveau. On peut l'applaudir. C'est à toi. Bonsoir à tous. Certains d'entre vous ont sûrement cherché à apporter autre chose qu'une simple bouteille de vin chez des amis pour un repas. Et même plus généralement, je pense que je ne m'avance pas trop si je dis que dans cette salle, quasiment chacun d'entre vous a déjà bu au moins une fois une bière dans sa vie. Alors moi, je m'appelle Thomas et je suis là ce soir pour vous présenter Foxymore. Alors Foxymore, c'est le fox, la marque au renard, donc qui est l'animal totem de cette aventure. Et c'est surtout un projet qui est basé sur un oxymore. Un oxymore entre un côté super sérieux parce que Foxymore, c'est un projet engagé avec le respect de valeurs éthiques comme l'utilisation des circuits courts avec que des producteurs issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la réutilisation des déchets, la juste rémunération des producteurs et l'utilisation de labels tels que l'agriculture biologique. Et c'est un côté beaucoup moins sérieux avec une communication décalée, très proche du client, la recherche de notions de partage, de convivialité et des grands moments de rigolade entre amis. Donc voilà, ça c'est Foxymore. J'espère que mon pitch vous aura fait porter un intérêt particulier
à mon projet et je serai par la suite apte à répondre à toutes vos différentes questions sur ce projet. Merci Thomas. Alors, petit point important que j'ai oublié de préciser. Donc pour les pitchs, il y a un petit concours. Donc à l'applaudimètre, je vous demande de rapplaudir de nouveau du coup. Et celui qui aura le plus de décibels dans les projets remportera un jeu du coup de Gros Games, un jeu de société. Alors on va notre huissier de justice qui prépare son matériel. Est-ce qu'on est bon? Alors je vais demander du coup d'applaudir de nouveau Thomas. Merci. Et donc le deuxième, c'est Piotr. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Piotr. Actuellement, je suis un étudiant de Master 2 d'économie et gestion à l'Université de Grenoble. Et mon projet est un studio de création de jeux mobiles indépendants, plus Games. Tous les jeux qui sont présentés ici, les jeux sont en différents stades de maturité. Mon premier projet, a été publié l'année dernière et a atteint 100 000 de téléchargements, la plupart de téléchargements aux États-Unis. Mon deuxième projet, Robber Bank, c'est un shooter un peu casuel, type cambriolage, que j'ai déjà publié sur Google Play et que je vais publier sur App Store d'ici la semaine prochaine. Et mon troisième projet est Trade Wars. C'est une simulation économique, un jeu de guerre commerciale qui va être publié d'ici le mois prochain. Mon objectif aujourd'hui, c'est à travers ces jeux, gagner d'expérience et de compétences pour l'année prochaine créer en France, installer mes activités en France en créant une société de développement des jeux sur commande. Voilà, si vous avez des idées à partager, vous voyez ici mes contacts et vous pouvez me contacter. Merci. C'est bon, c'est enregistré. Oui. Il reste donc 6 autres projets. Alors ensuite, nous accueillons Walid. Alors, on peut l'applaudir déjà. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Walid, je suis doctorant à l'UGA. Mon projet s'appelle Jadit, qui, dans l'activité, s'articule sur 2 axes principaux. Premièrement, ce que vous voyez à droite, qui est l'activité de création et d'implémentation de chaînes de valeur durables. Par exemple, le projet Pomit que nous avons implémenté au Maroc et qui transforme les pommes détériorées dans une région rurale en des produits agroalimentaires pour créer de l'emploi à des femmes rurales marginalisées dans une région rurale du Maroc. Le deuxième axe, c'est Sustain It, dans lequel nous proposons des services des prestations de conseil et de formation en développement durable et en pilotage de performance environnementale. Donc, si vous êtes un projet green et que vous n'avez pas fait une étude d'impact environnemental, nous pouvons vous la faire. Et n'hésitez pas à applaudir très fort. Alors, nous allons accueillir ensuite Guillaume. On peut l'applaudir déjà. Alors du coup, je vais tenter un truc un petit peu interactif. Je vais vous poser quelques questions. Je vais vous demander de lever la main pour répondre. On va commencer avec un truc de base. Qui a déjà entendu parler du changement climatique et du déclin de la biodiversité? Ok, on vit sur la même planète, donc ça c'est cool. Qui a envie d'avoir un impact positif pour la planète aujourd'hui? Ok, on commence bien. Donc ça c'est cool, on part sur de bonnes bases. Qui a déjà essayé de mener des actions individuelles en fait pour avoir cet impact positif, du type acheter du bio. Ok. Est-ce que vous pensez que ça va sauver la planète? Ok. Alors il y a Carbone 4 qui est d'accord avec vous, avec une étude qui est parue en 2019 qui montre que au max du max, on peut en fait réduire notre impact carbone, et ça c'est que l'impact carbone, de 25% avec des actions individuelles.
Donc, du coup, si la solution, c'est pas des impacts individuels, ou en tout cas, si c'est une solution partielle, la solution, ça va être du côté des impacts collectifs. Les impacts collectifs, ça va être la politique, la création d'entreprises, ça va être des conférences, l'information, des projets, en fait, même planter un potager, faire une ferme urbaine, ce genre de choses. Quel est aujourd'hui le moyen le plus simple pour toute action collective, quelle qu'elle soit? Alors, je vais vous donner un indice, on l'a tous dans la poche, c'est ça, tout simplement. Donc, ce que je propose, en fait, en toute simplicité, c'est un réseau social. C'est un réseau social qui met en lien des porteurs de projets de transition écologique avec vous, moi, des personnes qui avons quelque chose à apporter, que ce soit un petit peu d'argent, de la disponibilité, du temps, une envie d'agir, une envie d'apprendre aussi. Merci. Merci Guillaume. Alors, c'est pas un, mais plusieurs étudiants entrepreneurs qu'on va accueillir, Thomas Virolo et Jimmy Parent. Donc, bonjour à tous. Et comme on est dans la thématique des réseaux sociaux, aujourd'hui, on vient vous présenter votre futur réseau social entrepreneur, qui est Steezy. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation dans laquelle vous avez besoin de quelqu'un ou d'un service comme un graphiste? Nous, oui. C'est de là qu'est venue l'idée de créer Steezy, donc un réseau d'entrepreneurs utile pour nous déjà dans notre cas personnel, utile pour des entrepreneurs et futurs entrepreneurs, ainsi que pour des prestataires de services dans le monde digital. Alors ensuite, Steezy, ça offre un espace d'interaction sociale au sein duquel vous pourrez poser des questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses, ainsi que obtenir des réponses pour lesquelles vous pouvez avoir confiance. Et si, comme moi, vous n'avez aucune question à poser, votre savoir est précieux et vous pourrez le faire valoir, parce que Steezy s'écarte du fonctionnement d'un forum. Alors Steezy vous offre la possibilité d'avoir un contrôle permanent sur vos interactions sociales en étant l'administrateur de votre application. Et si, comme moi, vous avez une nouvelle demande d'amis de temps en temps? Alors, vous pourrez obtenir l'ensemble du fil public que vous aurez eu d'échange avec cette personne. Et si, comme moi aussi, vous avez tendance à trop scroller sur vos réseaux? Ne vous inquiétez pas, le temps ne vous sera pas perdu sur cette application. C'est moi. Peut-être pas. Via un système. Du coup, ça va perdu dans mon fil. Via un système de quête journalière ainsi qu'au travers des actions que vous aurez menées sur l'application, ça vous donnera l'opportunité au sein de l'application de progresser et d'obtenir des avantages. Donc, comme moi, vous l'aurez compris, Steezy, c'est votre futur réseau de poche. Alors, on accueille donc Clémence avec Culture du Don. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Clémence et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter un projet qui, comme son nom l'indique, mêle culture et solidarité, Culture du Don. Alors, concrètement, Culture du Don, c'est quoi? C'est l'opportunité de pouvoir donner le montant de son choix à un projet caritatif autour de chez soi en réservant une place pour un événement culturel, donc que ce soit une place de cinéma, de concert, de théâtre ou de musée. Et une fois que le projet auquel vous avez participé est intégralement financé, vous avez l'opportunité de pouvoir y participer. Alors, pourquoi avoir monté un tel projet? Déjà, pour rendre le don accessible à tous, puisque le montant est libre et c'est ni soumis à un abonnement, ni à un montant fixe, mais aussi avoir une approche plus territoriale et donc plus transparente et plus traçable de la filière du don, mais aussi donner évidemment plus de moyens et de visibilité à des associations caritatives locales qui ont vu leurs besoins exploser du fait de la pandémie sans avoir plus de moyens à leur disposition. Et enfin, pouvoir donner à l'opportunité à des donateurs qui auraient des temps ponctuellement à accorder à des associations, mais pas de façon récurrente, de pouvoir s'engager de façon ponctuelle. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous ferez partie de l'aventure Culture du Don. Alors, nous allons accueillir la junior entreprise de l'Ensimag, Ensigma. Vous pouvez applaudir. Tout d'abord, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le fonctionnement global des juniors entreprises ainsi que notre junior entreprise, à savoir Ensigma. Une junior entreprise, qu'est-ce que c'est?
C'est d'abord une association au sein d'une école d'ingénieurs ou de commerce qui a pour objectif de réaliser des missions pour des sociétés ou des particuliers. En ce qui nous concerne, Ensigma effectue donc des prestations de services dans 4 domaines: l'intelligence artificielle, le développement mobile, web et applications, qui constituent en réalité tous les 4 la majorité des enseignements qui sont dispensés à l'Ensigma. Pour ce qui est de notre fonctionnement, notre junior entreprise va recruter un ou plusieurs intervenants au sein de notre école qui seront chargés de la partie développement. Ces intervenants seront les seules personnes rémunérées au cours de l'étude, et ce qui a pour conséquence de réduire considérablement nos coûts et nous rend donc plus avantageux que d'autres structures qui pourraient proposer les mêmes services que nous. Et donc, pour présenter le fonctionnement d'une junior entreprise, nous avons décidé de créer un jeu dans lequel l'intervenant, la personne qui jouera au jeu, se mettra dans la peau d'un chargé d'affaires. Donc, dans une junior entreprise, le chargé d'affaires a un rôle central parce que ça sera à lui de veiller tout au long au bon déroulé du projet, à son avancement. Et aussi, il sera chargé de veiller à la bonne communication entre tous les acteurs du projet qui seront principalement l'intervenant et le client. Donc, grâce à ce jeu, vous pourrez donc avoir un premier aperçu du fonctionnement d'une junior entreprise qui reste encore parfois peu connu du grand public. Ce regroupement de jeunes étudiants est une opportunité d'en découvrir davantage sur le monde de l'entrepreneuriat et je dirais même de donner envie d'entreprendre. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On espère vous revoir juste après à nos côtés. Le projet suivant, donc c'est Pierre Bednarek avec le projet ECO. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. D'abord, avant de commencer, avant de vous présenter ECO, je vais commencer par faire un rapide remise en contexte. Donc, annuellement, c'est 300 millions de tonnes de plastique qui sont produits par an. C'est à environ 2% qui vont finir dans les océans. Et c'est l'équivalent, du coup, en une minute, de 15 tonnes de plastique qui vont, du coup, être déversées dans ces océans. Donc, portés par les courants, ils vont arriver en leur cœur et ainsi polluer, du coup, tout un écosystème, qu'il soit marin, que ce soit ensuite l'homme ou bien, pour finir, la planète. Donc, je m'appelle Pierre Bednarek, je suis étudiant en Master 2 de Design de Transition. Je suis un grand sportif et passionné par le sport en milieu aquatique. Donc, au fil de mes différentes sorties, j'ai pu constater une augmentation des déchets plastiques sur les littoraux, sur les berges, comme en pleine mer. Du coup, pour répondre à cette problématique de pollution, j'ai décidé de monter un projet que j'ai baptisé ECO. Donc, ECO, c'est un projet, c'est une solution innovante pour aller collecter les déchets et ainsi nettoyer les milieux aquatiques. Grâce au biomimétisme d'une raie manta que vous pouvez voir derrière moi, le biomimétisme, pour récapituler pour tout le monde, c'est une stratégie d'imitation du vivant, un processus créatif interdisciplinaire entre la biologie et la technique. Donc, ce processus m'a permis de conceptualiser le projet. Donc, je vais vous raconter un peu. Donc, équipé d'une bouche pour collecter, d'un corps volumineux pour contenir les déchets avalés, l'approche par la raie manta est selon moi une solution avec énormément d'avantages. Cette solution appelée manta permettrait une diminution des continents de plastique et ainsi une diminution aussi du nombre de plastiques en milieu aquatique. Dans un futur proche, essayer une solution éco, ce sera l'adopter pour sauvegarder les espaces marins, les rivières, les lacs et ainsi de suite, des déchets plastiques. C'est le moment d'agir, car depuis le début de mon intervention, plus de 20 tonnes de plastique est déjà tombé dans les océans et dérive en leur cœur. C'est le moment de changer les choses. Je vous invite donc à naviguer sur ma page Instagram d'ECO pour découvrir plus en détail ma solution et je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions à la fin. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre, du coup, qui clôture donc les pitchs des étudiants entrepreneurs. Alors, les résultats de l'applaudimètre seront traités par Maître Vicky dans les prochains jours et seront du coup communiqués avec les autres jeux sur les réseaux sociaux demain. Donc, on aura le vainqueur demain, du coup, sur les réseaux sociaux Alors, on va passer du coup à la partie principale, la deuxième partie. Et je vais vous demander d'applaudir fort, donc, Céline et Florian Grenier, les témoins du jour. Merci. Alors, je vais vous laisser du coup présenter un petit peu votre parcours et expliquer un petit peu donc comment cette histoire de Gros Games est née.
au départ, donc à partir d'un parcours un peu atypique avec une reconversion. Donc, je vais vous laisser un petit peu la main et pour nous présenter ce parcours. Ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Florian et voici Céline. Bonsoir. On a fondé Greux Games en 2018. On a un parcours qui est assez atypique. Céline était sportive de haut niveau. Après une carrière, donc elle a fait les JO de Turin en 2006 en short track. Et après, elle s'est orientée vers des études de gestion comptable. Quant à moi, je suis médecin légiste. J'étais enseignant de médecine légale au CHU de Grenoble. J'étais aussi doctorant au Team CIMAG GMCAO pour faire je développais c'était un projet de développer des autopsies virtuelles assistées par ordinateur. Et donc, en 2017, ça a commencé un petit peu à nous gonfler. En fait, on avait notre petit qui arrivait, donc notre fils est né en 2018 et on a décidé de tout arrêter pour partir sur autre chose qui nous correspondait mieux en fait et qui permettait de mieux gérer notre vie familiale et notre vie professionnelle. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que médecin légiste, moi je faisais 80 heures par semaine à peu près, avec beaucoup de boulot la nuit et les week-ends, parce que c'est là que les choses se passent. Et du coup, je n'étais pas trop à la maison, c'était un peu chiant. Oui, tu n'es jamais là. Voilà. Je ne sais pas si je dois regretter ou pas, du coup. Et l'idée, c'est que qu'est-ce qui s'est passé après 2018? Oui, en fait, l'idée, c'est que nous, on était déjà joueurs de jeux de société depuis un petit moment. Moi, j'étais bêta-testeur pour pas mal de jeux de société. Je ne sais pas si vous connaissez Seven Wonders ou Ghost Stories, etc. Donc, moi, j'étais un bêta-testeur parce qu'Antoine Boza, donc l'auteur, est un copain. On s'est connus en 2004-2005 sur Grenoble. Et on testait des protos ensemble le soir. Il a commencé à sortir son premier jeu qui était Chabyrinthe en 2005, c'est ça, ouais. Après 2006, Ghost Stories, 2008, Seven Wonders. Et en fait, donc, j'ai appris pas mal de choses sur le game design à ce moment-là. Derrière, après, j'ai été également auteur de jeux et j'ai sorti un jeu dans la licence Tokyo Ghoul chez Don't Panic Games en 2017, je crois. Ouais, c'est ça. Et en 2018, il y a eu Paris New Eden chez Matago. Donc, ça fait que j'avais déjà de la bouteille en game design, j'avais de l'expérience là-dedans. Et en 2017, quand on se posait la question de changer de voie et de repartir peut-être dans le monde du jeu de société, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on va travailler en tant qu'auteur, en binôme, c'est possible, ou en tant qu'éditeur? Et le problème, c'est que la création de jeu, la création de jeu met beaucoup de temps, le développement met moins de temps, en fait. Si vous partez d'un projet qui a déjà des compétences de game design, les développer et les faire aboutir, c'est beaucoup plus rapide que si vous devez créer un projet de zéro. Et puis en plus, il faut avouer que vu le système de rémunération des auteurs, il était plus facile de gagner rapidement sa vie en étant éditeur qu'en étant auteur. Donc, on est parti sur ce concept de se dire qu'on allait créer une maison d'édition et dans un milieu qu'on connaissait déjà énormément. Donc, ça fait que ça a été facile de déterminer moi, j'avais vécu en tant qu'auteur toutes les choses et en fait, on s'est appuyé sur toutes les erreurs, tous les défauts des éditeurs, tout ce que j'ai vu en tant qu'auteur pour essayer de créer notre société et de combler ses défauts et ses manques. Et après, c'est la partie où Céline a créé la société. Parce que c'est toi qui as été porteuse. Parce que moi, du coup, j'ai arrêté médecine légale, je suis passé médecin généraliste. Donc, je suis médecin généraliste à mi-temps pour l'instant. Et Céline est à 100% sur la boîte et a créé la société. Voilà. Ouais. Du coup, justement, j'ai fait des études en comptabilité-gestion qui m'ont permis donc derrière de travailler en comptabilité. J'ai aussi déjà pas mal changé de voie avant aussi parce que j'ai été responsable en qualité, sécurité, environnement dans une société de nettoyage. Ça m'a permis en fait de voir plein d'aspects de l'entreprise. Et du coup, c'est ce qui nous a aidé aussi à créer une société beaucoup plus facilement parce qu'on avait déjà vu pas mal de choses sur les sociétés. Donc. Du coup, j'ai créé toute la société. Voilà. Après, du coup, tu as été prise dans les projets Entreprendre en France, Gaïa, c'est ça? Oui, pour créer une société, en fait, il y a vraiment pas mal de choses qui sont utiles sur Grenoble. Donc, moi, je me suis rapprochée de Gaïa, c'est Entreprendre en France, et qui aide en fait les entrepreneurs à créer leur société. Ou alors qui leur offre des prêts d'honneur, donc des prêts à taux réduit, ou alors en tout cas des garanties au niveau de la banque et des choses comme ça. Donc, c'est un peu... Alors du coup, il faut savoir que comme moi j'étais médecin, j'avais tous les prêts que je voulais à la banque sans aucun problème. C'est l'avantage. C'est-à-dire que
Mais par contre, on voulait pas, si on se plantait, que ça nous coule financièrement et qu'on doit revendre notre maison. Enfin, voilà. Donc, en passant par là, on a eu un prêt. En fait, étant donné que c'est moi la présidente de la société, comme Flo est à mi-temps, moi je suis à temps complet. Donc, du coup, c'est moi qui ai entreprise, on veut, qui ai porté le projet. Et en tant que femme entrepreneuse, en fait, on a des aides un peu plus élevées que les hommes entrepreneurs. Et ça fait que ça nous permettait d'avoir un emprunt de base et après derrière pouvoir emprunter à la banque avec un pourcentage très très réduit. Ça fait qu'on avait calculé que on avait mis l'argent de côté et si on coulait, c'était pas grave, quoi. Parce qu'on pouvait rembourser l'emprunt sans aucun problème assez facilement. Et ça, c'était quand même une sécurité. Et du coup, la société a très bien fonctionné. Je ne sais pas si on en parlera après, mais la société fonctionne très bien. Et je pense que ce qui nous a fait fonctionner aussi très bien, c'est qu'on n'avait aucun. Alors déjà, moi, j'avais mon boulot qui nous permet d'être financièrement non dépendant de la société. Mais c'est aussi le fait de se dire que si jamais ça coulait, eh ben, on n'allait rien perdre. Enfin, on allait perdre un peu d'argent, mais on allait garder notre maison, quoi. Et le fait d'être serein de ce point de vue-là, ça évite de faire des choix dans l'urgence et de se dire si je fais pas ça, ou de prendre des choix un peu rapides. On a vraiment le temps de se poser, de se dire que de toute façon, si ça rate, c'est pas grave. Mais et puis aussi d'être du coup d'être plus punchy, quoi, de tenter des choses, d'être un peu doser un peu plus et de sortir des trucs qui sortent un peu des sentiers battus et du coup de s'imposer grâce à cette vision qu'on n'aurait peut-être pas pris si c'était trop. On pensait que c'était trop risqué, quoi. On nous a beaucoup dit au début, oh là là, éditeur, dans le monde du jeu de société, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de monde, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. On a été beaucoup découragés au début, en fait. C'est ça. Mais quand on croit en ce qu'on veut faire, il n'y a pas de raison d'être. Il faut écouter quand même parce que ça nous amène des réflexions intéressantes. Des réflexions intéressantes sur toutes les difficultés qu'il y a et en fait essayer de pallier à ça. Et les anticiper. Ok. Aujourd'hui, du coup, vous en êtes où? Comment le développement s'est effectué? Alors, aujourd'hui, en septembre 2018, on a créé la boîte. En janvier 2019, sorti notre premier jeu qui s'appelle Dany. Donc, Dany, c'était une grosse prise de risque. On s'est dit qu'en fait, si on arrivait dans un monde du jeu qui était quand même déjà qui commençait à être bien saturé, il fallait qu'on aille avec un produit qui allait vraiment être différent de ce qui est proposé actuellement. Donc, en fait, différent, mais qui s'appuyait sur une base de jeu apprécié. C'est-à-dire que la mode en 2019, c'est quand même, on est encore dans du Dixit à fond avec beaucoup de jeux à comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire sur le terme. Un jeu de communication visuelle, pardon. Donc un jeu de communication visuelle à la Dixit, sauf qu'on voulait le mettre de façon on voulait un jeu mature et qui se détache de par sa direction artistique et de par son thème. Et en fait, donc j'ai fait ce qu'on appelle un sourcing. Il y a deux types pour récupérer des prototypes, récupérer des jeux, il y a deux types, c'est sourcing actif, sourcing passif. Soit en fait, on est tranquille à la maison, on reçoit des mails où les auteurs nous contactent en disant j'ai un super jeu, faut que je te le montre. Soit en fait, nous, on va chercher des jeux sur les réseaux sociaux, un petit peu essayer de trouver une petite perle rare, voilà. Et en fait, je suis allé sur un site qui s'appelle Trick Track. Il y a un forum en fait qui est quasi inutilisé actuellement, qui était un forum où les créateurs postaient leur idée de jeu. Et j'ai découvert ce jeu qui était au fin fond du forum et j'ai contacté l'auteur. Et l'auteur l'avait toujours pas édité, il n'avait pas trouvé d'éditeur. Donc, on a pris un rendez-vous et on a pu l'éditer. Donc, voilà, Dany. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Dany ou pas d'ailleurs. Donc, Dany, c'est un jeu à rôle secret. On a un joueur, ouais. Parfait. Donc, Dany, c'est un jeu à rôle secret dans lequel vous êtes dans la tête de Dany. Donc, soit vous êtes des personnages secondaires, soit vous êtes Dany. Dany doit faire éliminer les autres en les faisant perdre. Et les personnages secondaires doivent coopérer entre elles pour gagner ensemble. Et donc, ça va se jouer sur la création au centre de la table d'associations de cartes pour faire deviner des mots, tout simplement. Et donc ça, c'est un super succès, donc on est content, ça a permis de lancer la société avec un jeu qui fonctionne très bien et qui a permis de se démarquer, donc c'est une très bonne carte de visite, parce que même si les gens ne nous connaissent pas, dès qu'on dit qu'on est les éditeurs de Dany, normalement ça allume quelque chose en tout cas chez les gens qui jouent. Et depuis qu'il est sorti, en fait, il se vend toujours autant. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que le marché est actuellement très saturé. Donc, quand un jeu sort,
faut utiliser l'autre. Il y en a un des deux qui a un des. Je sais plus où j'en étais. Si. Attends. Oui, que en fait les jeux, en fait, soit un jeu s'installe et c'est rare, soit un jeu il a un peu de succès puis après il coule. Donc là, nous, ce qu'on a la chance, c'est que Dany s'est installé et au contraire, en fait, il y a un effet boule de neige qui se crée, un effet bouche à oreille qui est pas mal et qui fait que ils se vendent toujours aussi bien depuis sa sortie, donc janvier 2019. Donc c'est chouette. Et il a une bonne petite carrière à l'international. On le vend dans 12-13 pays différents, donc c'est assez chouette. Derrière, on a sorti Super Cats. Super Cats, c'est un jeu, un Shifumi survitaminé pour toute la famille. Et ça a été aussi un chouette succès. Ça a mis longtemps, il a mis 2 mois, 3 mois pour démarrer, mais pareil, chouette succès. Donc ça, c'est 40 000 ventes à peu près. Ça, c'est presque 40 000 ventes aussi. D'ailleurs, on a enchaîné sur Octorage, qui a été ce qu'on appelle un four, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas bien marché. Il s'est pas bien vendu enfin, il s'est vendu normalement, quoi. C'est-à-dire qu'on a écoulé notre stock, mais on n'a pas eu de retirage. Et nous, on gagne vraiment d'argent s'il y a des retirages. Donc, il n'y a pas eu de retirage. Et par contre, là, on a signé une licence en Chine il n'y a pas longtemps. Donc, finalement, on va gagner de l'argent. Donc, c'est pas si tant un four que ça. Parce que ce qui est bien, c'est que si ça rate en France, on a les marchés internationaux, on va proposer nos jeux. Et comme la France est un gros pays de créateurs de jeux, les autres pays sont plutôt des pays récepteurs. C'est-à-dire que nous, on produit, eux, ils viennent chercher chez nous les jeux et ils les réimportent chez eux. Donc, ce qui est pas mal, c'est que nous, ça nous permet d'avoir des chiffres de vente conséquents. Et même des jeux qui ne marchent pas bien en France, on arrive toujours, si on arrive à les vendre à l'étranger, à gagner de l'argent et c'est chouette. Donc ça. Et en fait, après, on a enchaîné sur notre plus gros succès, c'est Nidavellir, notre grosse boîte là. Donc, malgré le succès de Super Cats et Dany, pour Nidavellir, il a fallu qu'on recave un peu parce que ça coûte une boîte comme ça à produire. On en a fait 6 000 exemplaires, c'est 50 000 euros. Donc, il a fallu qu'on remette 10 000 euros, mais on était hyper confiants. Donc, on a remis 10 000 euros dans la société, on a fait la prod, et le jeu, là, actuellement, c'est notre plus gros succès. C'est 80 000 boîtes vendues dans le monde, dans plus de 20 pays différents. Les pays qui se vendent le mieux, c'est la France et les États-Unis. Mais dans toute l'Europe, il est présent. Il est présent aussi en Asie, en Australie. Là, on est en train de signer avec c'est Coolmini en Chine, c'est ça, qui reprennent encore. Ouais, voilà. Donc, voilà, ça, et ça, on sort des extensions sur extensions, on sort des produits dérivés, ça marche très bien. Et puis voilà, sinon on a d'autres petits jeux aussi, d'autres petits jeux. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, on essaie de prendre un peu un parti risqué. Là, par exemple, c'est un jeu japonais qui se joue avec un paquet de cartes qui est en équilibre et on doit piocher dedans. Donc, le problème, c'est que même si le jeu est bon, il y a tellement de jeux en France que c'est difficile de se faire une place en boutique. Parce qu'il faut savoir que nous, on fait nos jeux, on veut vendre nos jeux. Donc, nous, on veut vendre nos jeux. Notre distributeur, donc en fait, nous, on crée des jeux, notre distributeur les récupère, il nous prend un pourcentage pour les placer en boutique et les vendre aux boutiques. Donc, le distributeur, lui, il a 20 éditeurs. Donc, en fait, qui vendent notre jeu ou qui vendent le jeu d'un autre éditeur, il s'en fout, il fait de l'argent pareil. Et après, derrière, ça arrive en boutique et les boutiques, elle gère 4-5 distributeurs qui ont chacun déjà 20 éditeurs. Donc, en fait, et la boutique, elle s'en fout de vendre Camimai ou Nidavellir. Tant qu'elle vend un jeu, elle fait de l'argent. Donc, l'idée, c'est ça c'est vraiment compliqué, c'est que l'entonnoir se resserre au fur et à mesure. Et à la fin, on est vraiment en compétition avec beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, c'est compliqué de s'en sortir là-dessus. Voilà. Et c'est de plus en plus compliqué parce qu'on a un petit phénomène comme la BD où on a des milliers de références qui arrivent de plus en plus. Donc, avec 1500 jeux qui sortent par an à peu près en France. Mais bon, c'est un gros pays de créateurs et d'édition. Donc, voilà. Et que je parle de temps. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à poser des questions. Alors, moi, j'ai une première question sur le nom. Pourquoi Greux Games? Est-ce que Greux, c'est en référence à Grenoble? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, c'est en référence à Grenoble, en référence à notre nom de famille qui est Grenier. Le nombre de R, c'est juste qu'un R, c'était pas très. Enfin, c'était pas joli en nom de société. 2 R, c'était pas joli. Du coup, 3 R, c'était bien. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Enfin, notre logo, en fait, c'est un ours. C'est aussi, en fait... Ah, pardon. Oui. Vous voyez quoi dans notre logo? Quiz. On fait gagner un jeu. Quiz, on fait gagner Camimai. Qu'est-ce que vous voyez dans le logo? Ouais, ça marche. Buzzer, c'est pas mal, mais ouais. Ouais, l'ours. Bon, ben,
Ouais, c'est ça, qui peuvent se taper la main au-dessus de la table au cas où, ouais, c'est ça. Et le. Hein? Non. Une cloche. C'est pour moi, ça? Comment? Un home? Non. Bon, bah, je vais le dire, c'est le double G de Gros Games inversé en miroir. Bon, après, c'est pas grave. C'est deux G collés. En fait, c'est deux G les uns collés. C'est un G et un G collé. Ouais, voilà. Bon, il y a plein de choses à voir. Mais bon, qui c'est qui gagne? Alors là, il y a un Camimai là, qui gagne. Camimai. Tiens, je donne un Camimai. Il y avait deux bonnes réponses. Non? Qui c'est qui veut gagner encore un jeu là? Ouais, là-bas, deux autres. Allez, hop. Ça me fait marrer. Tiens. Je laisse connecter, mais tu passes Super 4, ça. On fera encore une question après pour Octorage. Il s'est pas bien vendu, mais il est super bien. Hein. T'en veux? Non, c'est une question, vas-y. Moi, je donne des jeux, moi. Vas-y. Je donne après. Ça marche. Tiens. Je t'écoute. En partie, la rémunération n'était pas à la hauteur des attentes des créateurs de jeux. Et maintenant, en tant qu'éditeur, est-ce que vous avez décidé de changer les règles des créateurs de jeux? Alors, on n'a pas changé les règles, mais par contre, il y a des pourcentages en fait pour payer les auteurs de jeux. Et on est toujours dans la partie haute en fait. On s'est donné, on s'est mis comme consigne en fait qu'on ne payerait pas au minimum de ce qui se fait dans le marché en fait. En gros, un auteur de jeu sur un jeu, il gagne dans le milieu entre 4 et 10% du prix du chiffre d'affaires qu'on fait sur le jeu. Du coup, ça ne fait pas forcément énorme, mais en même temps, quand on voit qu'un distributeur vous prend entre 25 et 35%, et que de ça, déjà de base, le prix du jeu que vous avez en boutique, en fait, la boutique prend déjà la moitié du prix. Du coup, vous voyez, ça découle. Donc, effectivement, l'auteur, il n'a pas énormément. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas forcément que tu gagnes pas assez en tant qu'auteur, parce que moi j'ai été auteur, tu gagnes, hein, mais le problème c'est qu'il faut que tu fasses de multiples projets et en fait tu es hyper dépendant de l'éditeur. C'est-à-dire que moi, tu vois, par exemple, je suis sur Paris New Eden chez Matago, c'est un jeu qui buzz à fond, tu dis que tu vas en vendre des palettes, et comme l'éditeur il le sort et qu'ils sont bas la rate, une fois qu'il l'a sorti, genre bah, c'est bon, j'ai sorti parce que ça fait partie de mon catalogue de 30 jeux de l'année et que j'en ai rien à faire après, je n'ai pas de pub pour le pousser, et bah, du coup, c'est pas un flop, mais tu en vends quoi, 10 000 boîtes, alors que tu aurais pu en vendre. En fait, quand tu signes, il y a tellement d'éditeurs, il y a tellement de jeux qui sortent, il faut savoir chez quel éditeur tu as signé et chez quel distributeur. Parce qu'en fait, par exemple, si tu signes chez Gros Games, on est un petit éditeur familial, nous, quand on sort un jeu, on va le pousser à fond parce qu'on joue pas notre vie, mais à chaque sortie, si on a vraiment trop de fours, et ben, c'est fini. Quand tu sors chez un éditeur qui fait 2-3 millions de chiffres d'affaires, bah, il va sortir, en fait, il sort des grosses quantités de jeux en disant il y a forcément un qui va mordre, qui va pallier les échecs des autres. Tu vois. Et en fait, ça fait que si tu es dans ceux qui font des échecs parce qu'ils ne sont pas poussés, bah, c'est embêtant. Et en fait, en tant qu'auteur, tu es vraiment dépendant de ça. Et c'est pour ça que être auteur, c'était beaucoup de boulot pour au final pas être sûr que ça fonctionne. Alors que là, on met toutes les chances de l'autre côté parce qu'on gère de A à Z, en fait. On choisit le jeu, on le développe à fond et on le pousse à fond. Et au moins, c'est sûr que là, voilà, si ça foire, c'est notre faute. Si ça foire pas, on est content, c'est aussi grâce à nous. Mais par contre, en tant qu'auteur, tu es vraiment dépendant du reste du travail de l'éditeur, en fait. Après, nous, on a de la chance, c'est que les gens sont très contents de travailler avec nous parce qu'effectivement, on leur met les pourcentages les plus hauts possibles et surtout, on pousse à fond nos jeux. Mais bon, c'est comme tous les petits éditeurs. Hein. Je peux voir Ketchup à Lyon, Lumberjack à Rennes, Lumberjack. Bref, tu vois, tous les petits éditeurs, on n'a pas d'intérêt à sortir un jeu et de faire bon, bah voilà, il est sorti, on s'en fout. Quoi. C'est quand on le sort, on va le pousser à fond auprès des boutiques et avec le distributeur. Ouais. Nos différents rôles, développement, compte, on n'a pas les mêmes réponses. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelle stratégie vous avez ça? Est-ce que oui, la période de la création, c'est un jeu qui est attendu?
Ouais, alors bah oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as un petit peu un vedettariat qui se crée dans le monde du jeu de société. Donc, nous, on a bien vu, c'est quand tu crées un jeu, quand tu édites un jeu d'un auteur connu, style Théo Rivière, Bruno Catala ou Antoine Boza, ton jeu, il est beaucoup plus poussé parce que les boutiques aussi sont plus à l'écoute, en fait. Pareil, tu arrives à un catalogue de 20 jeux, tu dis, ah, il y a un Antoine Boza là, bah, je vais peut-être regarder plus que si c'est un auteur non connu, tu vois. Et donc, il y a ce côté-là, un petit peu qui va se créer. Après, oui, il y a il y a le côté humain qui est à fond, c'est-à-dire qu'il y a des fois, le distributeur, il croit en ton jeu, il croit en un de tes jeux que tu sors, alors que oui, il est bon, mais il n'y a pas de raison qu'il s'enflamme autant, même si tu es très content, mais que c'est ton jeu. Et des fois, tu lui montres un projet qui est fou et il va rien faire, il va pas le vendre, c'est compliqué, quoi. Ouais. À lancer en premier faire connaître le jeu et ensuite distribuer l'image par la suite. Ouais, c'est compliqué, ça fait un peu enfoiré, tu vois. Tu proposes Dany, ça fonctionne et après tu lui enlèves pour débrouiller tout seul parce que ça a fonctionné, il l'a lancé, quoi. Ouais, mais en fait, alors ce qui se passe, c'est que tu vois, on fait un partenariat. Au début, quand tu te lances dans la maison, tu es obligé d'avoir un distributeur. Tes personnes, les boutiques, elles ne vont pas t'écouter. Il faut que tu aies un distributeur correct qui va pouvoir te placer auprès des boutiques. Et voilà. Après, effectivement, nous, ce qu'on travaille là, c'est qu'on a un distributeur qui est BlackRock, qui travaille pour ça, avec nous sur tous nos jeux. Mais on se rend compte que sur certains jeux, il n'est pas bon ou on n'est pas content. Donc, dans ce cas-là, en fait, on va créer des gammes particulières qu'on va développer grâce à nous. Vu que maintenant, on est de plus en plus connus, on les développe juste sur le site internet ou de façon différente en parallèle. Mais on va garder quand même un pied avec eux et certains jeux, on va les garder spécialement pour le marché boutique. Mais c'est sûr qu'il faut essayer faut pas mettre tes œufs dans le même panier parce qu'au bout d'un moment, c'est pas très bon, quoi. Tu veux prendre 2 secondes pour réfléchir? Une autre question? Oui. Oui. La production, tu veux dire? La production du jeu, d'accord. La production, déjà, avant la production, on va avoir si on va direct production. On a 2 usines différentes, en fait. On a une usine qui est en Pologne et une usine qui est en Chine. Oui, ouais, c'est des partenaires, pardon, c'est pas de nos sociétés. Tranquille, quoi. Donc, du coup, on a une usine en Pologne chez qui on a commencé tout au début parce qu'on faisait pour Dany, par exemple, ou pour Supercats ou Octorage, parce que c'est en fait, en Europe, c'est beaucoup plus cher qu'en Chine. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus cher. Donc, on essaye de faire au maximum. Mais donc, du coup, vu que là, c'était que des cartes et qu'en Pologne, ils sont vraiment forts pour les cartes, on est passé chez eux. Dès qu'il a fallu faire, c'est pour Nidavellir, en fait, où on va avoir dedans des portants en plastique. Quoi qu'il se passe, même si on fabrique en Europe, ils vont faire importer en fait les matières plastiques, même les portants directement, les portants de cartes directement de Chine. Du coup, si jamais ça, on l'avait fait imprimer, par exemple, en Europe, on aurait dû le vendre, je ne sais pas, 50, 60 €, alors que là, on peut le vendre 35 €. 5 € à la boutique et c'est le double que tu le fais en Europe. Oui, c'est ça, à peu près. Les prix sont vraiment… Voilà. Et la qualité aussi est malheureusement, pour l'instant, est vraiment meilleure en Chine qu'en Europe, sur les jeux de société, en tout cas. En fait, pour tout ce qui est cartes, l'Europe est meilleure, mais très, très cher. Pour tout ce qui est punch, c'est-à-dire du carton, comment on peut le travailler tu sais, les punch, c'est le fait de pouvoir… je ne sais pas si vous avez vu ou comment ça s'appelle. Il y a une empreinte qui se fait dans le carton et puis vous découpez vos pions en fait, en carton dedans. Et en fait, ça, les Chinois, ils sont super forts. Et surtout, en fait, faut avouer tout, c'est qu'on essaie de le faire aussi en France, mais on se heurte en fait à des difficultés. Nous, si on travaille en Chine aussi, c'est pas parce que c'est moins cher, c'est parce qu'on s'entend super bien avec eux. Ils sont hyper à l'écoute. Dès qu'il y a un souci, ils répondent. Par exemple, en Pologne, on leur demande de faire un jeu. Ils nous disent non, mais ça, faites pas comme ça, faites comme ça. Alors, on essaie de gratter pour savoir pourquoi ils veulent modifier et parce que tout simplement, ça les embête de faire ce format de boîte. Alors qu'en Chine, c'est oui, il n'y a pas de souci. En fait, dès que tu parles en Europe, c'est alors ce que tu proposes, il y a des problèmes là-dessus, là-dessus, là-dessus.
En Chine, c'est on va trouver des solutions. Et ça, c'est toujours mieux, en fait. Parce que quand tu vois un jeu, quand tu visualises ton jeu, en fait, et quand tu crées et quand tu le vois sur la table et la présence que tu veux créer, si tu ne peux pas l'avoir, eh ben, c'est quand même triste, quoi, tu vois. Alors que vraiment, en Chine, tu as les jeux que tu veux. Enfin, tu as les jeux que tu as pensés, que tu as édités, que tu les as tels quels. En Europe, il faut toujours faire de négocier, il faut toujours arriver, et ça, c'est lourd. Et en France, on se heurte un peu avec des problèmes de difficulté de fabrication. Et aussi, actuellement, il y a un gars assez malin qui a fait, en fait, qui a trusté en fait la seule usine qui était prête à créer certains jeux vraiment avec du beau matos, etc. Et en fait, il a cannibalisé le truc, ça fait qu'on est obligé de passer par lui pour accéder à l'usine, et ça fait qu'on est obligé de lui payer de l'argent à lui, et ça nous augmente nos frais. C'est un petit malin. Donc nous, on essaie de passer par ailleurs avec une usine belge où j'ai des contacts pour en fait passer professionnellement par cette usine belge, et on est en train de mettre ça en place un petit peu. Mais l'idée, ça serait effectivement d'avoir des usines le plus proche de chez nous, ce serait le top. Par rapport à tout ce qui est utile, etc. Est-ce que vous avez aussi des liens par rapport à ce qui est auteur de jeu, par rapport à la direction artistique, au gameplay, etc. Vous avez votre main là-dessus? Oui. En fait, on est dans le milieu depuis un moment et du coup, on connaît beaucoup d'auteurs de jeux. Et donc, ils nous proposent des jeux de société, enfin des prototypes assez régulièrement. On fait même des commandes certaines fois ou quand on a une envie d'un type de jeu. C'est ce qui s'est passé un peu pour Fragment, où on a un peu jeté à la mer, une bouteille à la mer en disant on aimerait bien un jeu de ce titre-là, si jamais vous pouvez faire ça. Et au final, c'est pas la personne à qui on l'a dit, mais ça a fait un peu, ça est passé entre discussions, et du coup, on nous a proposé un jeu comme on voulait en fait. En fait, il faut savoir que notre travail, c'est on a un prototype. Un prototype, c'est un jeu absolument pas fini, qui n'est pas tout à fait fini, qui est souvent créé en papier et en papier découpé à la main avec des illustrations prises sur Internet, d'accord. Et nous, en fait, on va le développer à fond, c'est-à-dire qu'on le prend à un niveau qui peut être déjà très bon, et en fait, on va le pousser pour qu'il soit éditable et le mieux possible avec notre vision du game design. C'est-à-dire que nous, notre truc, c'est d'avoir des jeux très fluides avec comment dire, tu vois, assez homogène au niveau des règles, etc. Et ensuite, derrière, une fois qu'on l'a au niveau du game design, au niveau du jeu, il est ultra carré. Derrière, on va aller contacter un illustrateur et on va lui faire des commandes en fait d'illustration par rapport aux thématiques qu'on a développées. En sachant que nous, dans l'entreprise, dès le départ, quand on a créé, on n'a pas embauché, mais on avait quelqu'un qui travaillait avec nous en freelance qu'on a depuis embauché et qui nous a créé le logo, etc., qui est Valériane Ollet, qui est notre graphiste. Et en fait, maintenant, elle est embauchée. Et en fait, si tu veux, même si notre société à nous, en fait, on la considère comme c'est le triptyque, que c'est grâce à elle aussi que l'entreprise existe. Et en fait, on l'intègre dans toutes les discussions aussi de l'entreprise, et ça fait que c'est un peu aussi son bébé, et elle a fait tous nos jeux en tant que graphiste. Et après, derrière, voilà quoi. Donc, l'illustrateur change, l'illustratrice change, l'auteur, autrice change, mais notre graphiste, elle est toujours avec nous, quoi. Voilà. Mais si tu veux, si le jeu est comme ça, c'est nous qui avons choisi, quoi. Tout, de A à Z. Le boitage, tout. Il y a une question, je crois, là-bas. Ouais, en fait, c'est un peu au doigt mouillé, hein, faut voir si tu. Déjà, il faut que le jeu il nous plaise. Nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on fait une partie du jeu. Dès qu'on a fini la partie du jeu, on a envie d'y rejouer, c'est déjà bon signe. Après, on va dire au l'auteur, écoute, confie-nous ton jeu un petit peu, on va essayer de le tester encore, on va voir. On va en faire une dizaine de parties, on va voir si au bout de 10 parties, on a encore envie de jouer. Si déjà, au bout de 10 parties, on a encore envie d'y jouer, c'est que c'est bon signe aussi, c'est que il y a quelque chose, parce qu'on est des joueurs, on n'est pas. Je connais bien le marché, je vois ce qui peut fonctionner et ce qui plaît. Et si moi, ça me donne vraiment envie d'y jouer encore 10 fois et de continuer encore à y jouer, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc qui va accrocher. Après, pour l'échec, ça, même si le jeu, c'est un bon jeu, il peut quand même avoir un échec actuellement, vu le marché, tellement il est saturé, tellement il y a de concurrents. C'est-à-dire que tu peux avoir un super jeu et qui ne se retrouve pas bien en boutique, qui ne soit pas bien défendu par le distributeur, que tu n'arrives pas à toucher les personnes cibles, parce que ta communication, elle est basée sur les réseaux sociaux. Des fois, tu ne touches que ta communauté, que tu n'arrives pas à toucher forcément les gens qui sortent de ta communauté. Et donc,
nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, notre distributeur, il nous prend beaucoup d'argent, il nous prend 35% de nos jeux. Mais par contre, il y a un système qui s'appelle… En fait, une fois que tu as fait ton jeu, ton distributeur, soit il le prend en dépôt-vente, c'est-à-dire que tu lui donnes, tu as tout payé de la production et tu lui donnes les jeux et il va les vendre. Et là, par contre, si c'est un échec, c'est vraiment lourd de conséquences. Et tu as aussi l'achat ferme, où en fait, il va dire, OK, ton jeu, j'y crois bien, donc tu vas en faire 10 000 boîtes, par exemple, et sur les 10 000 boîtes, je vais t'en prendre 7 000 en achat ferme. Dans ce cas-là, ça fait qu'il va nous payer une partie de la production, et ça fait qu'en général, l'achat ferme te paye ta production, donc tu ne perds rien. C'est-à-dire que sur tous nos jeux, mais quand je te dis qu'on a fait un four, que le jeu s'est pas bien vendu, on n'a jamais perdu d'argent parce qu'on avait quand même cette assurance du distributeur. Mais par contre, il nous prend 35%. Donc, ça fait que quand tu as un jeu qui fonctionne beaucoup comme Nidavellir, où on s'en fout là maintenant d'avoir un achat ferme, il se fait quand même 35% de marge sur un jeu où il n'a rien fait du tout. Tu vois, mais il nous a assuré au départ de pas… Il nous a mis un petit élastique au départ qui a fait qu'on ne s'est pas écrasé si jamais on se ratait. Voilà. Donc, nous, c'est notre seule façon de gérer un peu ça, c'est l'achat ferme de distributeur. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de… Nous, si tu veux, on est dans le deuxième, troisième distributeur plus gros en France. Donc, il y a des distributeurs plus gros encore. Vu qu'on a eu du succès, on a de la chance, c'est qu'il y a les plus gros distributeurs qui nous ont demandé de venir chez eux. Donc là, on est en train de discuter un peu pour voir un peu, parce que l'idée, c'est qu'on peut, tant qu'on peut grossir et aller voir les meilleurs, tant qu'à faire, on verra quoi. Donc il y a ce côté-là, se dire qu'on peut toujours grossir si on veut. Si ça se passe bien mal avec nos distributeurs actuels, on peut toujours aller vers un distributeur qui est plus gros et qui peut avoir plus de parts de marché. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on essaie de développer des gammes qui passent en dehors des boutiques. Les boutiques sont saturées quoi qu'il arrive. Elles font que se plaindre, et je les comprends, qu'elles ont trop de jeux qui sortent, donc elles n'arrivent plus à rentrer les nouveautés dans leur catalogue. Donc nous, en fait, c'est de développer différemment. On a bien vu qu'avec tout ce qui était confinement, etc., le commerce en ligne dans le monde du jeu, c'est vraiment, vraiment encore plus développé. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc on essaie de passer par des moyens un peu détournés et on verra. Voilà. Après, le milieu du jeu, il est vraiment saturé en nombre de jeux parce qu'il y a des éditeurs et des gros éditeurs qui sortent peut-être 30 jeux par an. Nous, on est à 3 jeux par an. Voilà. C'est pas… Oui, avec les extensions. Donc, les extensions, c'est ce qui se rajoute aux jeux qu'on a de base. Donc, rien que là-dessus, c'est pour ça aussi on est petit, donc on pousse vraiment beaucoup nos jeux, mais aussi parce qu'on n'a que 3 jeux par an, voire plus avec les extensions. Du coup, ça nous permet de vraiment agir dessus. Du coup, j'ai une question. En combien de langues sont traduits vos jeux? Et si c'est vous qui traduisez les jeux ou c'est les distributeurs? Alors, suivant les jeux, il ne va pas y avoir le même nombre. Celui qui est dans le plus de pays, c'est Nidavellir, qui est dans 30 pays, je crois. Peut-être, ouais, à peu près. Et en fait, nous, on fait que la version française et la version anglaise. Et après, en fait, on va avoir un contact avec des partenaires qui, eux, vont récupérer la version anglaise et qui vont la traduire dans leur langue. De là, ils vont nous renvoyer les fichiers traduits, en fait, et c'est nous qui allons faire la production. Et ils récupéreront, en fait, leurs produits directement à l'usine. Alors moi, tu vois, j'allume la télé, je regarde une série, je regarde un documentaire, j'ai envie de créer un jeu. Je marche dans la rue, j'ai envie de créer un jeu. En fait, dès que je vois un truc, je fais « Ah, c'est malin ça, il y a un truc à faire. » Non, vraiment, ouais. En fait, l'idée, c'est de… Moi, ce que j'essaie de faire, alors, en tant que créateur, c'est de prendre des sensations que je vis tous les jours, tu vois, des trucs… par exemple, j'ai vu un film, j'ai trouvé un truc très épique, tu vois, et j'essaie de le reproduire en mécanique pour le retrouver sur le plateau après. Alors, les 3 quarts du temps, ça rate, hein, forcément. Mais l'idée, c'est que tu gagnes de l'expérience à chaque fois. Et maintenant, tu vois, avec l'expérience que j'ai, c'est que n'importe quel prototype que je vois, même s'il ne fonctionne pas, je peux te le faire tourner en une demi-heure. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, tu me laisses, je te touche la méca, je le fais tourner. Je ne dis pas que ça sera un succès, je ne dis pas que ça sera un jeu vendable, mais en tout cas, il fonctionne. Parce que du coup, tu as une connaissance tellement poussée des mécaniques, des agencements possibles, de ce qui fonctionne dans telle circonstance, ce qui ne fonctionne pas quand tu fais ça, que voilà, tout, voilà. Mais effectivement, tout est motif à création. Oui. C'était à refaire.
est-ce que vous le referiez différemment? Non, d'accord. Ouais, non, c'était bien. En fait, on a eu de la chance, en fait. Enfin, on a eu de la chance. On a fait des bons choix, on a eu de la chance. Ça fait que trois de nos 4 premiers jeux ont été nos plus gros succès. Donc maintenant, on est en train de tâter le terrain pour voir un peu la suite. Mais non, ça se passe bien, ouais. En fait, le but d'un éditeur, quand on se crée, c'est d'avoir ce qu'on appelle un evergreen, c'est-à-dire un jeu qui se vend sur le long terme. Nous, on en a 2. C'est-à-dire qu'on a Dany, qui se vend pas non plus comme Les Aventuriers du Rail, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu qui se vend énormément. Mais on a un jeu qui se vend bien, donc ça nous fait un petit tapis confortable. Et on a Nidavellir qui se vend très bien et qui est encore arrivé. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est dur d'allumer une mèche pour avoir un jeu qui se vend, mais qu'une fois qu'un jeu se vend, il y a tellement un effet boule de neige qui se crée, qui se vend toujours de mieux en mieux, en fait. Et c'est ce qu'il faut accrocher, en fait. Et donc, on l'a avec Nidavellir. Donc, on a de la chance. Donc, notre société, juste avec ça, elle arrive à vivre sans problème. Parce qu'il faudrait qu'on... Dis-moi. Il faudrait qu'on vende à peu près, nous, pour qu'on 50 000 boîtes par an, pour être tranquille sereinement. On est à plus de 80 000, là, je crois, vendre boîtes par an. Donc, voilà. Pour l'instant, ça peut être bien. En fait, ce qui est bien, c'est que nous, en 3 ans, on a atteint le chiffre d'affaires d'éditeurs qui étaient là depuis 10 ans. Donc, c'est chouette. Ouais. Ouais, de petits éditeurs un peu de notre taille. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. On est en train de dire... Voilà. C'est chouette. J'ai oublié, du coup. Alors, j'ai peut-être une petite question, du coup, sur un petit peu moins sur l'aspect commercial, vente, etc., produits, et plus sur vous, la gestion du quotidien, le fait d'entreprendre en couple. Est-ce que c'est tous les jours facile? Est-ce que c'est parfois difficile? Comment ça se passe? Ça peut être parfois compliqué. Surtout qu'on n'a pas du tout le même tempérament. Je pense qu'au niveau présentation, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait pareil. Après, ce qui est bien ce qu'on a bien géré aussi dans la société, c'est qu'on a bien réparti les rôles. Et c'est qu'on est différents, nous, donc on a aussi des positions dans la société qui sont différentes. C'est-à-dire que Flo va s'occuper surtout du développement, de la direction artistique. Et moi, je vais gérer en fait tout ce qui est administratif, gestion de la production, tout ce qui est partenaire étranger, tout ça. Plus comptabilité, plus des choses comme ça. Du coup, on peut pas, c'est facile de se mettre d'accord parce que chacun a son domaine de compétences en fait. Donc, on prend des décisions communes, pardon. Mais bon, du coup, ça va, ça passe. Ça clash des fois, mais ça passe. Et justement, l'équilibre vie privée, vie pro, avec ce mode de fonctionnement en couple, ça se passe généralement bien ou il y a des fois c'est un peu tendu? Ça peut être un peu tendu. En fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus chargées que d'autres. Et du coup, c'est vrai que il y a des moments où on fait que bosser. En fait, c'est ce qu'on était en train de se dire là, dernièrement, c'est que oui, on faisait que bosser ou on n'a pas fini un truc, le soir, on se remet à bosser. Du coup, ouais. Et en fait, ce qui est, c'est que là, actuellement, en plus, nous, on bosse de la maison. Et notre bureau, il est en plein milieu de la maison, quoi. Donc là, on est en train d'aménager un bureau un petit peu en retrait, ça serait pas mal, parce que ça permettrait de couper le soir et de ne pas forcément passer devant le... Parce que là, dès qu'on fait quelque chose, on passe dans le bureau. Et donc, à chaque fois, on fait « Ah, j'ai oublié de faire ça en même temps ». Donc, on se rassoit, on retravaille. Et puis, moi, je suis à mi-temps, donc c'est bien, mais c'est un peu frustrant. C'est-à-dire que j'aimerais bien être à temps plein sur la boîte, mais on ne peut pas vraiment dans le sens où j'ai quand même un boulot qui est chouette et qui me permet de vivre tranquillement en étant à mi-temps. Donc, mais ouais, c'est un peu frustrant. Donc, c'est vrai que le soir, moi, je bosse pas mal encore sur l'écriture des règles, des choses comme ça. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que là, on s'est fait un peu emballer par le boulot, quoi. Il y a eu pas mal de... Jusqu'à maintenant, on arrive à lever, mais en fait, le confinement nous a aussi mis dedans. C'est-à-dire que le confinement, c'était un peu en mode... il n'y avait plus de festival, il n'y avait plus rien. Du coup, on a essayé de combler certains vides et on s'est mis à bosser plus. Et du coup, là, on se prend la vague ce qu'on a créé pendant le confinement, on se récupère la vague maintenant, quoi. Donc, ça va passer, une fois qu'on aura... On se prend la vague maintenant et les festivals ont repris. Du coup, ça rajoute tout ça en même temps. Et justement, sur le développement, vous avez intégré des personnes, donc il y a la graphiste, il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de collaborer avec vous, des partenaires un peu clés.
Oui, on a Camille qui, sur le développement, il va tester les prototypes avec nous en fait, mais il va surtout nous aider à gérer nos boîtes mail et surtout la traduction en fait. Parce qu'avant, on appelle un traducteur pour passer de français à anglais, parce que on a beau parler anglais, les règles de jeu à traduire, c'est pas la même. Et lui, il est anglophone, donc ça nous permet on a internalisé en fait la traduction des règles. Voilà, mais Donc, ouais, du coup, en fait, on a Valériane qui est embauchée en graphiste à temps plein. On a Camille qui nous aide qui nous fait les trades et qui nous aide à gérer aussi les boîtes de contact parce que forcément, plus on grossit, plus on a de gens qui nous envoient des mails pour nous proposer des jeux, pour nous proposer leurs services d'illustrateurs ou illustratrices ou pour des demandes de SAV, etc. Donc, c'est compliqué au bout d'un moment de tout gérer. On a aussi Adrien qui nous a rejoint en freelance, qui gère notre com. Donc avant, c'était moi qui gérais la com. Je faisais 1 ou 2 posts par semaine ou quand j'avais le temps, quand il y avait un truc chouette qui arrivait, je faisais un post Instagram ou Facebook ou Twitter. Mais ça me prenait du temps et c'était pas vraiment là. Du coup, il est arrivé, il a intégré les choses. Du coup, on fait 3 posts par semaine, lundi, mercredi, vendredi obligatoire. Il y a toujours des choses à dire. En plus, il nous filme à la maison. Du coup, ça permet de faire un petit vlog où on explique un peu les coulisses de la création. Et dès qu'on fait quelque chose, bon là il n'est pas à soi, mais normalement dès qu'on fait quelque chose, il nous accompagne, il filme et puis d'ailleurs on en sort quelque chose. L'idée c'est de perdre aucune miette de ce qu'on fait pour que ça serve à la communication de notre société. Parce qu'en fait, ce qui a marché aussi, c'est de se dire montrer à tout le monde que tout le monde, enfin moi depuis le début je suis comme ça, enfin dans le sens c'est comme médecine en fait, tout le monde peut arriver à faire médecine. Je ne sais pas comment dire, enfin il n'y a pas de prédisposition, il n'y a pas de ah si tu es arrivé c'est que tu es plus intelligent. Non, c'est juste qu'au moment du concours, j'étais dans de bonnes dispositions et j'y suis arrivé. C'est pas le cursus qui fait l'intelligence, c'est vraiment le. Enfin, et là, le truc, c'est de se dire, on y est arrivé, on a été éditeur, tout le monde peut le faire. Il faut juste connaître bien le milieu et il faut se lancer. Et voilà, après, il faut se lancer avec des sécurités, hein, bien sûr. Il ne faut pas se lancer dans le vide n'importe comment. Et en fait, je pense que cette façon d'être proche des gens et de montrer qu'on est des gens normaux, en fait, ça nous a aussi attiré du monde autour de Groyem Sport. Voilà. Okay. Vous développez quels réseaux sociaux? C'est juste Instagram et Facebook? On est des vieux, ouais. On a Instagram, Facebook, Twitter, je crois. TikTok, j'ai peur. TikTok, ça me fait flipper. Ouais, mais voilà. Merci. Est-ce que vous avez déjà pensé à la version digitale de votre jeu? Ouais, en fait, il y a une plateforme qui s'appelle Board Game Arena qui permet de jouer à des jeux gratuitement sur Internet. Et en fait, il y a une partie premium où en fait, les abonnés vont payer 2 € je crois que c'est 2 € par mois s'ils prennent en annuel ou 4 € par mois s'ils payent juste mensuel. Et en fait, ils peuvent jouer à des jeux. Et donc, en fait, Nidavellir est en premium dessus. Ça veut dire que en fonction du pourcentage de gens qui jouent à notre jeu, d'ailleurs, on a un reversement là-dessus. Mais donc, effectivement, ça existe déjà en une sorte de jeu vidéo. Enfin, c'est jouable sur PC. Après, derrière, on est en train de voir pour effectivement le mettre sur iOS, Android. Parce qu'on aime bien mettre des petites. Parce que déjà il y a une. Pour le décompte de Nidavellir, il y a une application qui permet de décompter les points facilement. Et après, on aimerait bien essayer de basculer effectivement sur une version, une application de jeu en fait. Voilà. Mais il y a d'autres jeux qui vont arriver là-dessus, qui jouent là-dessus. Oui. On va arriver à jouer un jeu de société. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas trop de jeux dans les jeux et est-ce que ça vous arrive de vous inspirer de la concurrence et tout le temps vous allez dire, ah bah tiens, vous allez penser à un jeu et c'est Matago qui l'a pris Ouais, bah, en fait, on joue énormément. En fait, ça ne change pas. Ce n'est pas parce qu'on fait des jeux qu'on n'a plus envie de jouer, au contraire. Après, forcément, il y a des coups de flip. C'est-à-dire que quand Nidavellir est sorti, il y avait un jeu qui s'appelait Adara qui arrivait sur le marché. On s'est dit, et c'était une sorte de draft de cartes où tu faisais ton tableau en colonne comme Nidavellir. Du coup, je vais directement l'acheter en boutique en me disant, oh bordel, le jeu il sort dans 1 mois, ça se trouve que c'est le même. Finalement, on y joue. Bon, ça ressemble de très loin. Mais ouais, effectivement, donc l'idée, c'est de bien voir ce que fait la concurrence quand même pour, voilà. Des fois, on s'inspire. Nous, on a fait une gamme famille où en fait, on est allé voir en fait, il faut s'inspirer des meilleurs. Tu vois, Spaceco, c'est un éditeur de jeux pour enfants. Ils vendent des cartons. C'est vraiment, ils font des bons jeux en plus. Donc, en fait, on a acheté tous leurs jeux. On y a joué. On a regardé les points forts ou les points faibles de leur boîtage. Pourquoi ça marchait, pourquoi ça marchait pas. Et derrière, on n'a pas copié, hein, mais on s'est inspiré pour aller plus loin encore dans le concept. Et en fait, tout simplement, tu vois, par exemple, eux, sur le bord de leur boîte, c'est marqué jouable de tel âge à tel âge.
avec un système de couleurs pour dire que c'est par exemple, c'est orange pour 3 ans, c'est vert pour 4, tu vois, et en fait, voilà. Et en fait, ça te montre à partir de quand c'est jouable pour les enfants. Nous, sur le boîtage, on a mis un ourson et un ourson accompagné. Et en fait, quand tu as l'ours et tu as l'ours accompagné, ça veut dire que l'ours est en autonomie à 7 ans et par contre accompagné à partir de 6 ans. Tu vois, on a juste mis ça, on s'est inspiré un peu de ce système, mais on s'en est éloigné aussi. Et en fait, tout le monde a dit que notre système était vachement bien parce que vachement plus clair au final. Ouais, voilà, tu vois, mais c'est juste qu'il faut effectivement, il faut regarder ce que font les autres. À mon avis, c'est hyper important pour ne pas faire pareil déjà. Et puis pour deux, ben, voir ce qu'ils font et aller au-delà en fait. Merci. Peut-être pour terminer, quel conseil vous donneriez justement à tous ceux qui veulent entreprendre aujourd'hui par rapport à… J'ai cru comprendre qu'il y avait la mise en réseau qui est très importante dans votre parcours, le fait de bien connaître le secteur, etc., d'avoir beaucoup de contacts, de partenaires clés. Est-ce qu'il y a d'autres conseils ou ce conseil-là est-il le conseil principal? Moi, je dirais que c'est vraiment le principal, c'est vraiment connaître le milieu, vraiment se préparer, avoir vraiment les contacts, anticiper tout. Enfin, quand on connaît son milieu, en fait, c'est plus facile d'anticiper tous les problèmes qu'il peut y avoir. Mais on a vu un éditeur il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il a monté sa société il y a 1 an de ça et je crois qu'il est en train de la fermer. Ça a été des questions de… Il fait fabriquer, il nous demande un contact usine, par exemple, et on lui donne le contact usine. Et à la fin de la production, enfin au milieu de la production, je ne sais plus ce qu'il nous dit. Je ne sais plus, c'était pour les logos. Ah oui, c'était bon. Lui, il nous demande le contact, on lui donne le contact, et après il nous dit comment vous faites pour mettre des codes barres sur vos boîtes? Les codes barres sur les boîtes, c'est non, enfin, faut s'inscrire et puis il faut, enfin, c'est le. Ouais, c'est un site internet qui, voilà, c'est. Ça peut des codes barres, quoi. Et en fait, lui, il avait payé un code barre, donc c'était fait arnaquer, il avait payé un code barre quelque part, ça ne fonctionnait pas. Donc après, par exemple, en fin de prod, il nous dit comment en fait, là, faire ramener mes jeux, il ne gère pas ça. Enfin, non, il ne gère pas ça, c'est un transporteur. Vous voyez, et si vous ne connaissez pas ce qui se passe, vous allez perdre beaucoup d'argent parce que lui, il travaille trace sur trace parce qu'il n'avait pas anticipé les problématiques et ce qu'il fallait faire. Donc, mais c'est aussi souvent le cas des auto-éditeurs, en fait, c'est-à-dire des personnes qui sont auteurs et qui ont envie de juste créer une société en fait, d'édition pour éditer leurs jeux et qui ne voient pas forcément plus loin et qui se disent « Ah, attends, l'éditeur, il me prend beaucoup d'argent sur mon jeu, du coup, je vais le faire moi-même. » Oui, peut-être que l'éditeur, il prend de l'argent, mais en fait, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de choses à gérer derrière, dont ces petits soucis, quoi. C'est-à-dire que là, il est arrivé avec toutes ses boîtes en Chine et il n'avait pas prévu le transport pour le ramener, quoi. Et au niveau budget, ce n'est pas un petit prix, surtout en ce moment. Ça fait, je crois, x5 depuis 1 an et demi, le transport. En fait, moi, il y aurait le réseau et puis moi, toujours la sécurité. C'est-à-dire, pour moi, il faut pas se mettre en danger. Enfin, il faut quand même avoir une certaine sécurité peut-être financière pour être sûr que si ça foire, enfin, pour pouvoir tenter à fond l'aventure et en disant que si ça foire, on est quand même à l'abri et qu'on ne va pas se ramasser. Enfin, parce que moi, on n'aurait pas pu travailler dans de bonnes conditions si on avait eu la peur de l'échec, quoi. Après, il y a aussi une petite différence, c'est qu'aussi on a une famille et quand on a créé ça, on a un fils derrière. Vous êtes étudiant, il y a peut-être moins de pression et moins de risques derrière sa fuite, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais… Merci à vous. On peut les applaudir très fort.